Bonjour, je suis Yves de Diffray et vous écoutez Mentor Stratégie, le podcast des entrepreneurs qui veulent apprendre et éviter des erreurs. Bonjour, alors aujourd'hui je suis avec Philippe L'Enfant. Bonjour Philippe. Bonjour Yves. Philippe, si je résume un petit peu ton profil, qui est un profil assez varié, tu as passé près de 30 ans de ta carrière au sein du groupe Coca-Cola, et notamment comme patron de divers pays, notamment la Belgique au niveau européen, directeur au niveau européen, notamment Business Operations et des projets stratégiques. Et tu as quitté ce poste il y a quelques années pour reprendre les rênes d'une entreprise familiale de bâtiments qui s'appelle DERT et dont tu es administrateur délégué. Peut-être que tu peux expliquer un petit peu plus dans les grandes lignes ton parcours pour qu'on comprenne mieux un peu qui tu es et pourquoi tu as fait ces choix. Bon, écoute, je me suis peut-être trompé. Hein. Non, tu ne t'es pas trompé du tout, c'est très clair. J'ai démarré ma vie dans un environnement de petite entreprise. Mon père était un entrepreneur, il avait fondé sa boîte au retour de la guerre, ce qui l'avait beaucoup marqué. Il avait fait son université pendant 5 ans en Allemagne et il avait un rapport amour-haine avec cette période-là. Il avait gardé de l'Allemagne des souvenirs très mauvais et en même temps il y avait appris beaucoup de choses. Et il a appliqué ces choses-là dans son quotidien professionnel et ça m'a inspiré. Il m'a d'ailleurs poussé à voyager, à aller voir des choses à l'extérieur. Et donc j'ai fait le choix de faire des études à Bruxelles, à Solvay. À l'époque c'était une école très réputée, elle l'est toujours. Mmh. Et à la sortie de Solvay, j'étais francophone, wallon, je connaissais un petit peu d'anglais, un peu de néerlandais, mais pas tellement. Et donc j'ai fait le choix d'aller travailler dans une entreprise qui avait une structure Benelux, c'était une multinationale américaine, qui avait mis en place une structure Benelux, ce qui voulait dire grosso modo qu'on ne parlait que flamand et que l'anglais était la langue de communication avec les actionnaires. Ce qui m'a permis en 1 an ou 2 de pallier mes faiblesses et de me retrouver en position, disons, de futur cadre à potentiel dans une multinationale. Alors j'ai fait un petit tour par le groupe Van de Mortel. À l'époque, c'était la filiale Alpro qui venait de naître et qui entre-temps est devenue la vache à lait du groupe à une certaine époque, maintenant est chez Danone. Et puis je suis rentré à 28 ans chez Coca-Cola. Et j'y suis arrivé dans des conditions assez extraordinaires, c'est-à-dire que les gens qui s'y trouvaient en Belgique étaient tous des gens qui étaient rentrés dans la société dans les années 50. C'était des gens qui étaient nés, qui avaient fait leurs études avant la guerre ou juste après. Et donc, quand je suis arrivé là, j'étais le premier, mais vraiment, parmi les cadres d'une nouvelle génération. Et j'ai eu une chance énorme, c'est que il y avait un trou de génération, un gap de génération. Donc je me suis retrouvé avec des patrons de 60 ans qui attendaient la retraite ou qui allaient la prendre. Ah ouais. Donc tu as eu un escalator de verre. Alors j'ai eu un escalator, il y avait 2 ou 3 niveaux entre eux et moi. Il y avait quelques personnes qui avaient, disons, la quarantaine, le bon âge pour diriger la boîte. Mm-hmm. Mais manifestement, ils avaient peut-être raté l'ascenseur en beau moment. Et donc je me suis retrouvé à 31, 32 ans, numéro 2 en Belgique. Ce qui est assez exceptionnel. Et puis je suis parti en Hollande pour y être également numéro 2. Et puis je suis revenu en Belgique comme patron d'une entreprise qui était à la fois Coca-Cola et c'était une structure assez différente à l'époque. Coca-Cola entreprise, un peu compliqué tout ça. Mm-hmm. Mais grosso modo, c'était une boîte qui faisait l'équivalent à l'époque d'1 milliard d'euros. Et qui employait 3000 personnes dans tout le pays. Et à quel âge du coup ? Moi j'avais 33 ans, 35 ans quand je suis revenu en Belgique, disons, ouais, dans ces années-là. Pas mal. Donc c'était une chance incroyable. Et un défi. Un défi. J'avais pu profiter, disons, à la fois de ma formation, de mon environnement familial. Il faut dire que j'avais appris le métier, entre guillemets, à l'âge de 10-12 ans. Mon père avait une usine, avait des camions. J'ai appris à conduire sur un camion. J'allais voir des clients. J'avais ça dans le sang, donc j'ai choisi les études un peu en fonction de ça aussi. Et donc j'avais une certaine facilité à entrer dans ce monde de multinationales, en plus dans un secteur relativement facile. Vendre des boissons est quelque chose qui ne nécessite pas de grande qualité technique ou choses comme ça.
Et donc, voilà, à 35 ans, position quand même assez lourde, mais qui, je crois, a été favorisée par ma personnalité, entre guillemets. Je veux pas me jeter des fleurs, mais on était quand même quelques-uns à peu près dans les mêmes tranches d'âge. J'étais le premier arrivé, mais pas nécessairement le meilleur. Et je crois que c'est à ce moment-là que certaines facultés d'adaptation très vite, à la fois la maturité, la capacité à naviguer dans un grand groupe tout en restant entrepreneur, tout en restant ouvert, apportant le dynamisme de la jeunesse. C'est ce qui a favorisé mon parcours, mon ascension, si on peut l'appeler comme ça, de façon un peu péremptoire. Est-ce que tu peux juste, on fait une digression, mais est-ce que tu peux en dire un peu plus sur cette personnalité qui t'a aidé dans ton parcours? Mais c'est-à-dire qu'étant jeune provincial, venant d'un milieu qui était, c'était un milieu, disons, de bourgeoisie de province, mais avec le côté entrepreneurial. Mon père avait dû sacrifier ses études, comme je l'ai dit, pour la guerre. Donc, c'était un self-made man qui avait bien réussi. Et qui avait gardé de ses souvenirs d'enfance, de guerre, etc., des façons de fonctionner qui étaient très proches des gens de terrain. La solidarité, le rapport avec les ouvriers, le rapport avec les entre guillemets, les employés. Il y avait une forme dans sa façon d'agir, une forme d'exemple dont je m'inspirais, dont, comme tout fils s'inspire de son père. Je pense aussi que j'ai fait beaucoup de sport d'équipe. J'ai jamais pratiqué de sport individuel, pour ainsi dire. Je crois beaucoup au sport d'équipe, où on est obligé finalement d'assembler des gens différents. Il faut un marqueur, il faut un défenseur, il faut un gardien, il faut des gens différents. Et donc on est obligé, quand on est jeune dans une équipe et qu'on veut être performant et qu'on est capitaine, etc., on est obligé d'amalgamer des caractères différents, des profils différents. Et ce sont des choses qu'on apprend sur le terrain. Alors, le leadership, c'est pas quelque chose qui vient en naissant, mais qui quand même est favorisé par l'éducation et la jeunesse, j'y crois très fort. Et je pense qu'à 20 ans, on a quand même déjà acquis pas mal de traits de sa personnalité. Ensuite, Solvay, c'est une formation très générale. C'est l'ingénieur, à l'époque, ingénieur commercial. Il y avait beaucoup de maths, il y avait beaucoup de chimie, de physique, mais il y avait aussi beaucoup de business, de droit, etc. Donc, on touche à toutes les matières. On est, par sa formation, habitué à gérer des situations très différentes. Et donc, je crois que le fait d'avoir un profil généraliste, qui s'était accommodé, disons, d'hommes de terrain, de choses de terrain, qui étaient capables de fonctionner dans un environnement un peu plus boardroom, également par mes études, m'a rendu un peu caméléon, mais dans le sens positif. Et c'est probablement ce qui a plu aux Américains, parce que les Américains, à l'époque, venaient peu en Europe, ils venaient, mais c'est pas comme aujourd'hui, on faisait pas des voyages permanents et pas la visio, etc. Donc sur quelques visites annuelles, ils testaient les jeunes, et ils avaient repris les choses en main d'ailleurs à l'époque, puisqu'il y a eu ce gap de génération un peu partout en Europe, et donc je crois les avoir séduits par ma personnalité, pas trop différente de la leur au final peut-être. Il y a le culte aux États-Unis du self-made man, du gars qui réussit par ses études, etc. Voilà. Et donc une mentalité un peu d'entrepreneur en fait. Tout à fait, oui. Tout à fait. J'aurais pu être entrepreneur. Mon père avait une entreprise, il aurait souhaité que je lui succède. Mais il n'a en fait jamais vraiment insisté. Donc au fait, je pense qu'il avait envie aussi que je mène la vie que lui n'avait pas pu mener, c'était celle de voyage, de rencontres multiculturelles, etc. Et il a été très heureux de me voir partir et réussir là où je partais. Mmh. Et toi, c'est ce qui t'a attiré dans un grand groupe ? Oui. Je suis un compétiteur, j'aime les performances, j'aime les mesures, j'aime la taille. Et je dois avouer que je ne suis pas un innovateur ou un créateur né. Je suis pas quelqu'un qui aurait pu démarrer sa propre boîte. Et donc, par contre, je pense être un bon meneur d'hommes, un bon gestionnaire. Et surtout, j'ai l'envie de faire passer une boîte d'un niveau 1, un niveau 2, un niveau 3 très vite. Et donc, pour ça, il faut être entrepreneur. C'est pas quelque chose qui est antinomique, en fait. On peut être entrepreneur dans une grosse entreprise, ou avoir cet esprit intrapreneur. Et donc, du coup, je t'ai coupé, mais tu étais à 35 ans CEO de Belgique,
et petit à petit, les responsabilités ont continué à venir vers toi, visiblement. Oui, tout à fait. Alors, c'était des années miracles parce que le business marchait bien. Et puis, on a eu une grosse crise dont je ne veux pas rappeler les mauvais souvenirs, mais les plus anciens s'en souviendront. On a eu un problème de qualité sur les produits Coca-Cola début des années, en 99 en fait. Et bon, j'étais patron à l'époque, j'ai pris beaucoup de coups dans la figure, et en même temps, j'étais la tête de gondole de la société un peu en Belgique, mais même en Europe un peu suite aux problèmes qu'il y avait eu. Et ça m'a amené à quand même repositionner un petit peu par rapport à moi-même, parce que bon, on se rend compte que tout n'est pas éternel et qu'il faut toujours faire attention à tout. Et ça m'a amené aussi à sortir de Belgique un peu plus. Et au final, dans les grands groupes, c'est rare de rester très longtemps dans la même fonction, soit on monte, soit on part. Et j'avais envie de rester parce que le groupe me plaisait, et donc j'ai pris des fonctions de direction européenne. Je suis devenu patron du marketing et des ventes pour le nord de l'Europe. Et ensuite, j'ai pris d'autres attributions pour l'ensemble de l'Europe. J'ai retiré des mandats, pour terminer, comme tu l'as dit, avec un titre un peu pompeux, mais qui correspondait à la couverture de pas mal de départements à travers l'Europe. La stratégie, mais aussi des business en eux-mêmes et des fonctions de support pour le groupe. Et par exemple, ça peut être quoi les projets stratégiques pour Coca-Cola? Des acquisitions? Des acquisitions, des restructurations, des développements industriels. J'avais la responsabilité de l'industriel également, du supply chain pour l'Europe, donc redéploiement des usines, redéploiement des centres logistiques, acquisition, parce que j'ai eu, dans toutes ces années, j'ai eu des petits mouvements. Enfin, j'ai eu la responsabilité de certaines lignes de produits, comme les jus, par exemple. On a fait quelques acquisitions dans les pays de l'Est, en Europe, de l'Ouest également. Minute Maid, c'est une marque Coca-Cola dans son portefeuille et a toujours développé. Mais par exemple, la société Innocent en Angleterre, beaucoup de minéraliers aussi. En Belgique, on a racheté Chaudfontaine à l'époque. On a racheté d'autres dans tous les pays d'Europe. Oui, parce que pour ceux qui nous écoutent et qui connaissent pas suffisamment Coca-Cola, même si je pense que c'est rare, Coca-Cola n'est pas que la boisson Coca-Cola. C'est un groupe de boissons gigantesque avec plein de marques et plein de déclinaisons. Tout à fait. Et je me rends compte que je parle au présent, ce qui montre que je suis quand même toujours un petit peu impliqué dans ce qui s'y passe. Oui, effectivement, Coca-Cola, c'est Fanta, c'est Sprite, c'est Minute Maid, c'est Fuse, c'est Chaudfontaine en Belgique, l'Aquarius. Enfin, il y a énormément de marques qui touchent à maintenant du café également, qui touchent à des boissons principalement non alcoolisées et historiquement froides. Maintenant, on y a ajouté le café, donc il y a aussi des boissons chaudes. Est-ce qu'il y a un fil conducteur derrière, une envie de, je sais pas, quelque chose où vous dites, tiens, quand on a une opportunité d'acquisition, parce que je réfléchis pour des plus petites échelles, mais ça peut être un bon exemple. Si on réfléchit à une opportunité d'acquisition, qu'est-ce qui fait qu'on se dit, ça correspond pas à l'esprit Coca-Cola ou ça correspond à l'esprit Coca-Cola? Est-ce que c'est, j'en sais rien, je dis n'importe quoi, mais le but de Coca-Cola, c'est d'apporter des boissons qui font plaisir. J'en sais rien, mais voilà. Ah, non, ça, c'est pas une boisson qui fait plaisir, donc de toute façon, on va pas étudier le dossier. Je sais pas, est-ce qu'il y avait un... Ouais, je pense qu'il faut partir du quantitatif. Est-ce qu'il y a un marché? Est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on y est leader? Est-ce qu'on est dans bonne position? Est-ce qu'on peut renforcer notre position, y compris en tenant compte des aspects légaux, parce qu'on peut pas demain atteindre des parts de marché trop importantes partout, donc il y a des contrôles. Mais par exemple, je prends l'exemple du marché de l'eau. Il était clair à la fin des années 90 en Europe que les boissons gazeuses principalement sucrées, allait souffrir à un moment donné d'un ralentissement de la croissance, et peut-être, on n'anticipait peut-être pas ce qui s'est passé par la suite, mais des remarques diverses concernant la présence du sucre, l'impact, etc., qui étaient, c'était latent. Et on sentait d'où les Coca-Cola Light. Voilà, et Light et d'autres, Fanta Light et d'autres, etc. Mais le marché de l'eau se développait, et le marché de l'eau en Europe représentait beaucoup, et nous n'y touchions pratiquement pas. Et donc on a entamé dans
beaucoup de pays d'Europe une analyse quantitative en se disant comment on peut y entrer. Alors, est-ce que c'est en développant notre propre business à partir d'une page blanche ou en rachetant des business existants? Alors, il y a des valeurs derrière tout ça, des quantités, des sommes astronomiques parfois. Et c'est comme ça qu'on s'est mis à racheter pas mal de sociétés qui étaient soit leaders, soit numéro 2, soit numéro 3 dans le pays, avec l'idée d'être présent dans le marché de l'eau. Mmh. Mais donc Alors la marque, pour répondre à ta question, la marque, oui, il y a évidemment une marque poussiéreuse, négative, qui correspond pas du tout à ce qu'on veut donner comme image future. C'est difficile à nettoyer, difficile à remettre en place. Il vaut mieux racheter quelque chose qui entre dans la philosophie de ce qu'on veut faire. Mais c'est pas toujours possible. Donc ça nous est arrivé de racheter des sociétés et de fondamentalement modifier l'image de marque de l'eau en question, quoi. Et si je reviens juste pour faire un step back sur ton parcours qui a été principalement dans la même structure, est-ce que tu conseillerais ça, toi, à quelqu'un qui commence sa carrière, de continuer encore maintenant, toujours dans la même société, de s'investir dans la société, ou c'est bien de changer au contraire? Je crois que c'est bien de changer. Je crois que c'est bien de changer quand on est jeune. C'est-à-dire jeune, au sortir des études, disons les 10 premières années. C'est 10 premières années. Je crois qu'il faut profiter d'ailleurs, j'ai changé 3 fois avant d'arriver chez Coca-Cola, hein, mais, il faut, je pense, se nourrir de choses, apprendre des choses. Je crois beaucoup à l'idée de travailler dans des bonnes sociétés, mais surtout on travaille dans une société, mais on travaille surtout pour un manager ou un patron, ou disons un niveau juste au-dessus de toi, ou 2 niveaux au-dessus de toi. Ce sont ces personnes-là qui te forment. Et si tu ne trouves pas ça dans la société, quelle qu'elle soit il faut changer de département, c'est pas toujours facile, ou n'est pas favorisé, parce que beaucoup de gens, beaucoup de modèles disent, écoute, si tu n'as pas 3 ans, 2 ans, 1 an dans la fonction, tu peux pas changer, etc. Donc, si on a pris une mauvaise porte, il est parfois difficile ensuite de ressortir de la pièce et d'en prendre une autre au sein d'un groupe ou quoi que ce soit. Donc changer, je pense, c'est important. On se remet en question. C'est souvent source aussi, il faut pas le cacher pour des jeunes, d'ouverture d'esprit et d'amélioration salariale, par exemple. Donc c'est important quand on rentre dans la vie active. C'est un élément dont il faut tenir compte. On pourra en reparler. Et donc je crois qu'à partir d'un certain stade, par contre, il faut se poser. On peut pas papillonner toute sa vie. Donc, pas d'âge, mais je dirais aux alentours entre 32 et 35 ans, 38 peut-être, il faut, à mon avis, choisir un type de job. On a pu être beaucoup de choses dès les 10 premières années de sa vie professionnelle, choisir un type de job et choisir une société, en tout cas s'il s'agit d'un grand groupe, parce que si on veut y monter les échelons, ou en tout cas monter quelques échelons avant d'éventuellement repartir, il faut quand même y rester de façon stable. Oui. Donc si je reviens à ce que tu disais tout à l'heure, quand on change de groupe ou quand on change de job, ça veut dire qu'il faut aussi recruter son manager. C'est-à-dire qu'il faut être attentif à qui va être le manager et donc avoir c'est très bien pensé. Je n'ai jamais abordé sous cette forme-là, mais c'est tout à fait ça. Je pense que c'est beaucoup la source de déception. Je le vois autour de moi. J'ai des enfants qui sont dans ces âges-là. C'est de rentrer dans des sociétés parce qu'elles portent un beau nom, parce que les produits sont bons, et puis on travaille pour un gars qui n'est pas inspirant, qui lui-même n'est pas encore un manager, parce que souvent il y a des différences d'âge très minimes. Je crois vraiment qu'avoir quelqu'un qui est très 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 costaud, quitte à être très dur, hein, parce que souvent ça va de pair, c'est formateur. C'est un peu comme à l'école. Les profs dont on se souvient, c'était les profs difficiles, sont ceux qui t'ont appris. Qui étaient le plus exigeants. Et je crois que la vie professionnelle, c'est ça aussi. En tout cas, dans les premières années, c'est certainement nécessaire. Absolument. Et du coup, toi, comme tu as ensuite pris des fonctions supérieures, ça veut dire en dessous de toi, il y avait les managers en question. Comment est-ce que ça se passe? Parce que ce sont des personnes qui avaient un job et qui montent, ce que tu avais fait, mais qui doivent du coup apprendre à être des bons managers, je suppose. Enfin, il y a une école interne, il y a quelque chose où on les jette dans le bain et on attend de voir si ça marche. Ça, je pense que c'est pas la bonne technique. De les jeter dans la piscine. De les jeter comme ça sans préparation, c'est mauvais. Mais je pense qu'il faut que, c'est toute la forme il faut que la chaîne de commandement, c'est pas militaire, mais c'est
une fois qu'on est dans des groupes qui emploient des milliers de personnes, il y a une forme d'organisation hiérarchique qui s'impose par elle-même. L'armée n'est pas mon modèle, mais il y a quand même de bonnes choses qui sont faites ou ont été faites. Et donc, je crois que il faut détecter les profils. Il y a des gens qui, par leur style, par leur façon d'être, même s'ils ne sont pas les meilleurs dans la technique, ont les caractéristiques d'un futur manager. Je vais prendre un exemple. Tu as 10 commerciaux. Dans ton équipe, tu as 28 ans, tu es chef d'une petite équipe de commerciaux et tu dois promouvoir un d'entre eux. Est-ce que tu vas promouvoir le meilleur commercial, celui qui fait les meilleures performances? Généralement, je pense que quand tu fais ça, tu te plantes. Oui, parce que c'est un bon expert commercial, mais... Voilà. Oui. C'est vrai pour le marketing. Un super marketeur hyper créatif, plein d'idées, et parfois tout à fait incapable de gérer 2 personnes autour de lui. Oui, parce que c'est plus du tout le même métier. C'est plus le même métier. Oui. Et donc il faut détecter. Ensuite, il faut une fois que le manager. Et comment est-ce qu'on détecte? Parce qu'on est proche des gens, parce qu'on les observe, parce qu'on regarde autre chose que le côté purement technique. C'est frustrant, parce que j'ai eu à nommer. Je prends des exemples dans le marketing. Voilà, il y a 5 marketeers. Il y en a un qui manifestement est au-dessus du lot au point de vue travail. Et puis on doit nommer un responsable du groupe et c'est pas lui. Il est frustré. Il vient à juste titre demander. Alors, ce qu'il faut, c'est anticiper. Oui. Donc c'est prévoir progressivement que il a plus intérêt à rester dans une fonction où il se lâche que devenir un manager malheureux. Mais c'est quelque chose d'assez compliqué. Donc dans la filière plutôt expert que dans la filière manager. Par exemple, ouais, tout à fait. Et c'est un choix, je crois, les gens eux-mêmes hésitent beaucoup, parce qu'entre 23, 24, 25 ans, quand on termine ses études, pour ceux qui en ont fait, et même ceux qui n'en ont pas fait, c'est le même principe, et disons 30, 32, on fait des choix. Est-ce qu'on devient un super technicien, un ingénieur brillant, mais qui restera toujours ingénieur dans son travail, ou bien est-ce qu'on lâche la bride vers le management et on accepte de ne peut-être plus être tout à fait en ligne avec des choses qu'on aime bien. Oui, plus dans la production, mais plus dans la gestion. Voilà. Alors, c'est le rôle du manager. Tu disais, il faut recruter son manager. Et je pense que quand on recrute un bon manager... au-dessus de soi, on favorise ce type d'évolution. C'est ça. C'est lui qui va nous aider aussi, nous aiguiller. Voilà. Il prendra des risques pour toi. Il se mouillera pour t'imposer dans des choix. Il te conseillera, te corrigera. Et tu le suivras. Alors la question, c'est est-ce que je vais le suivre pendant 25 ans et toujours un cran en dessous de lui? Il y a des gens qui ont fait ça n'a jamais été mon cas. Je crois que j'ai eu 15 ou 16 patrons chez Coca-Cola en direct, un patron direct sur 30 ans de carrière. Donc ça veut dire que le premier, tu le choisis, le suivant, tu le choisis peut-être un peu, puis après, tu choisis plus. On t'impose. Mais donc, si on se remet à la place de ce patron, donc tu disais en premier lieu, il faut détecter les profils qui sont intéressants. Oui. Mais en deuxième lieu, parce que on a détecté, on dit ok, ce sera probablement toi, mais comme on disait, on va pas le lâcher comme ça dans la nature. Alors donc ensuite, comment est-ce qu'on l'accompagne? Après, voilà. Alors, il faut le coacher sur certaines choses. Le premier, c'est quasiment général. Quand quelqu'un qui n'a jamais eu de responsabilité managériale est promu à 30 ans et qu'il a 3-4 personnes autour de lui ou 10 personnes, peu importe, il a tendance à toujours s'impliquer dans le quotidien de ces gens. Et vu qu'il est bon, parce qu'il a quand même s'il n'était pas le meilleur, souvent il est souvent très bon, il faut lui éviter de corriger ses équipes en permanence, de se substituer à ses équipes, de faire le boulot à la place de ceux qui le font moins bien ou qui ne veulent pas le faire. Il faut le tirer vers le haut. Il faut lui apprendre le management et pas le rôle de super technicien. C'est pas un technicien qui devient super technicien, c'est un technicien qui devient un manager, c'est différent. Et donc il faut veiller à ce que je pense qu'il faut avoir une connaissance de ces équipes et pas uniquement des gens qui travaillent pour toi. Il faut connaître ces équipes en profondeur, il faut connaître les gens 2-3 niveaux en dessous de toi, il faut leur parler, il faut les croiser. Il faut pas court-circuiter la hiérarchie. J'y crois pas du tout. Je déteste les gens qui court-circuitent la hiérarchie, que ce soit vers le
Les managers qui vont parler dans les couloirs, et tiens, tu travailles pour un tel, ah ouais, tu le trouves bien. Je déteste ça. Je trouve que c'est pas correct. Mais il existe des techniques pour sentir ce que les gens de terrain ressentent entre toi et eux à travers un ou deux managers. Et donc, quand les gens imperceptiblement ou de façon parfois plus ouverte s'expriment sur le fonctionnement de leur chef, les petits reproches, etc., mais il faut écouter tout ça. Et il faut corriger, il faut pas blâmer, il faut corriger. Est-ce que tu es à l'écoute de tes équipes? Alors, tiens, quelles sont tes routines? Combien de fois parles-tu aux gens de ces sujets? Est-ce que tu laisses parler les gens? Est-ce que tu les écoutes? Et quand les managers ne cochent pas les cases dans ce genre de questions, on se dit, il pourra plus monter, ou il n'est pas l'homme de la situation, ou il faut le corriger, quoi. On entend par exemple souvent parler des one-to-one. C'est quelque chose qui est à recommander pour un manager, de faire des points un par un avec les personnes de son équipe? Ah mais moi je crois que c'est tous les matins, tous les jours. J'ai toujours été très informel. Je crois qu'il faut un mélange de formel et d'informel. Il faut des réunions et des routines. On a un comité de management, comité de direction, peu importe comment on l'appelle, tous les lundis matins, que ce soit en live ou en visio, de 10h à midi. Et puis on a un one-to-one fixe avec chacun des managers, disons tous les 15 jours, 2 heures individuellement. Mais ça veut pas dire qu'entre tout ça, il se passe rien. Oui, ça c'est sûr. Et je pense que c'est le problème dans beaucoup de sociétés, ou en tout cas dans certaines évolutions de société, c'est qu'il y a plus cette capacité à sortir des routines. Peut-être que le Covid n'a pas favorisé les choses, mais se balader dans les couloirs, traîner à la machine à café, aller manger le midi les sandwichs avec les secrétaires, etc. Ça fait partie du management. Il y a pas de mauvaise idée là derrière. On fait partie de l'équipe. Et en tant que leader, parce que je parle plus de manager à ce moment-là, disons de leader, on perçoit beaucoup mieux ce qui se passe en profondeur dans l'organisation. Alors bien sûr, il y a des évaluations, il y a des tests. Enfin, tu sais comme moi combien de fois il n'y a pas de séminaire, de séances de thérapie de groupe et tout ce qu'on veut. Oui. Ça apporte beaucoup de choses. Mais derrière tout ça, il y a le fonctionnement quotidien. Et le fonctionnement quotidien est parfois pollué par des petites choses. Mm-hmm. Alors je fais une digression parce que tu me fais penser à quelque chose que je me suis auto-attribué ou j'ai inventé, je sais pas. Mais c'est la théorie du triangle. Okay. Alors, elle m'a été, je crois, un jour présentée, mais je pense qu'elle n'a pas été présentée comme je l'ai appliquée, donc je m'en attribue la paternité. Quand on est manager, on prend un triangle et on situe chaque employé en tant que centre de gravité de ce triangle. Et les 3 pointes du triangle, et j'ai fait ça toute ma vie et ça a toujours marché, c'est l'argent. Pointe numéro 1, l'argent. Pointe numéro 2, le plaisir. Pointe numéro 3, la carrière. Career, money, fun, on peut les changer dans n'importe quel sens. Et quand tu te poses la question, si toi, Yves, tu te projettes aujourd'hui au temps T, où est-ce que tu te situes dans ce triangle? Alors, les gens ont tendance à se projeter eux-mêmes. Donc, ils s'adressent tu as 40 ans, tu es ingénieur Solvay, tu fais ta carrière, tu progresses, tu es monté 3 fois en 5 ans, c'est formidable, etc. Et tu penses que tous les gens qui travaillent pour toi, à un niveau, 2, 3 niveaux en dessous, sont comme toi. Oui, en la mentalité carrière, par exemple. Voilà. Faux. C'est pas vrai. Et c'est pas vrai aujourd'hui. Pourquoi? Et ça change au fil du temps. Quand tu commences ta vie professionnelle, tu cherches à trouver un équilibre entre les 3. Mais quand tu progresses dans la vie, tu deviens un jeune papa, tu as acheté une maison,
tes priorités, elles changent. Oui, il y a du coup l'argent qui rentre en jeu pour la maison, et puis plaisir aussi, parce que, voilà. Et alors, quand tu as une dame à côté de toi qui t'accompagne comme assistante, comme employée, comme secrétaire, la carrière est importante pour elle. Mais est-ce que c'est pas important de savoir qu'elle a divorcé il y a 2 mois, qu'elle a 3 petits marmots à nourrir, et que sa priorité numéro 1, c'est de faire bouillir la marmite. Et donc, le type de 55 ans qui a assis sa situation financière, qui ne pense plus à sa carrière au quotidien, parce qu'il se dit j'ai atteint mon but, mon Graal, etc., je n'ai plus de capacité là-dessus, qu'est-ce qu'on peut lui offrir pour le motiver encore quelques années? Le plaisir. L'envie de travailler, la fierté de venir au bureau. Donc, c'est un peu simpliste, oui. Mais je pense que détecter chez ses collaborateurs ce point de centre de gravité et suivre cette évolution, parce qu'on change dans la vie. À 35 ans, c'est la carrière, à 45, c'est l'argent, à 55, le plaisir, chez un autre, c'est dans l'autre sens. C'est important. Et avoir des équipes où la mixité de ces trois-là se côtoie, c'est pas facile, parce que le type qui est carriériste, il va imposer à ses équipes de dire mais ça c'est normal de continuer à travailler jusqu'à 20h le soir, et tu vas pas me râler parce que je t'envoie un mail le samedi, et si je t'ai téléphoné dimanche il y avait une bonne raison, et si je te demande de travailler ce week-end c'est important. Ça c'est pour sa carrière à lui. Oui. Mais est-ce qu'il a pensé à son équipe et à ce que son équipe avait par rapport à cette position? Alors ça tire vers le haut, mais à un moment donné, quand on tire trop, ça casse. Et il faut être très prudent avec ça quand on dirige des grands groupes. Donc, il faut être centré sur l'autre aussi. Tout à fait. Vraiment comprendre son point de vue pour le situer dans le triangle et l'aider à atteindre son objectif, mais pas le nôtre. Enfin, même s'il y a un objectif de l'entreprise en parallèle, mais... Imaginons que l'ensemble des triangles qui te rapporte, comme on va dire simplement, converge, te fasse converger dans la bonne direction. C'est ça qu'il faut. Oui, si tout le monde dans tes triangles vient travailler pour le plaisir, et qu'il n'y a pas d'autre motivateur que le fait de faire des séminaires de groupe et des sorties le samedi soir entre copains, je suis pas sûr qu'à terme le groupe s'en porte mieux, que la société s'en porte mieux. Même chose si c'est l'argent. Si on n'a que des cupides dans son équipe, à un moment donné, il y a que ça qui compte, et c'est pas bon non plus. Donc il faut trouver l'équilibre. Et donc c'est aussi dans le choix des managers à faire monter. Oui. Pour garder cet équilibre. Oui, parfois. Bien que ceux qui montent en général, ce sont ceux qui ont la pointe carrière en force et en priorité. C'est quand même souvent ça qui est le driver. C'est vrai aussi, oui. Ce qu'on voit beaucoup, c'est un petit peu un résumé de vieux con, mais c'est qu'il y a eu une évolution aussi dans la société. Moi, je suis un enfant des années 80, pour le dire comme ça, où certaines valeurs, carrière, argent, on a parlé de tout ça avec la mort de Bernard Tapie, on a revu des images, mais c'était un peu ça. Ça a beaucoup changé en 30 ans. Et donc, là où il y a 25 ou 30 ans, quand on disait à un gars, écoute, je te trouve très bon, brillant, je voudrais te promouvoir, etc., 9 fois sur 10, le type sautait au plafond, il vous embrassait, il disait merci, il demandait rien. Oui. Aujourd'hui, il y a eu une période ensuite où ça a été un peu ça, mais l'argent. Oui. Et je veux bien, mais il faut payer. Bon, c'est très bien, c'est une évolution. Aujourd'hui, la réponse c'est oui, mais laissez-moi réfléchir. Je tiens à mon équilibre. Et c'est très bien. Quand on est une jeune dame qui peut être promue et qui doit pour cela, parcourir 250 km en voiture par jour ou être absente la semaine parce qu'il faut aller à Paris et faire prendre le Thalys le lundi et revenir le vendredi, elle peut dire oui, mais j'ai des enfants. Mon mari est dentiste, je veux être là le soir. Vous me proposez une promotion qui m'oblige à déménager. Je suis lié à mes parents qui ont besoin de mes services. Ça, ce sont des choses que les gens disent aujourd'hui, beaucoup plus. Et je pense que c'est une évolution positive de la société. On ne sacrifie plus tout à la carrière. Ce qui était quand même beaucoup le cas dans les années, mes jeunes années, disons. Et donc, le triangle va-t-il devenir un carré ? Alors là, je ne sais pas. Je ne suis pas sûr de savoir le nom de la 4e pointe, peut-être l'équilibre familial. Oui.
Oui, peut-être, mais j'associerais ça à plaisir de travailler. Ok. Je pense que si on part le matin avec la boule au ventre parce qu'on doit faire 120 km de bouchons pour arriver au boulot, on n'a pas de plaisir à venir au boulot. Et donc, ça fait partie du choix. Et cet équilibre, toi, dans ta carrière, qui t'a amené à aller à l'étranger, à te déplacer certainement beaucoup, comment est-ce que, c'est peut-être intrusif, donc je réponds pas si tu veux pas, mais comment est-ce que tu as fait pour réussir à le préserver au sein de ta famille, ou à ne pas le préserver malheureusement, ou... Je l'ai préservé. J'ai une famille très très unie qui était restée très stable au fil du temps, mais il y a eu un choix douloureux lorsque je suis parti en Hollande. J'avais un peu plus de 30 ans. Mon épouse était enseignante à l'époque. Elle adorait son métier. Elle donnait des cours de langue à des gens en parcours professionnel, etc. Formation cours du soir. Elle adorait. Et ça tombait très bien, puisque je travaillais beaucoup, je rentrais tard le soir, elle aussi, ça c'était parfait. Puis quand on a dit, maintenant, tu es nommé en Hollande, terminer la vie professionnelle pour elle, c'est un choix. Ah, on dit, oui, mais si on revient en Belgique, je reprendrai, etc. Mais il n'y a aucune sûreté. On part, on ne sait pas quand on revient. Il sait que je suis revenu 3-4 ans plus tard, ce qui était très chouette, dans une fonction qui était plus intéressante encore. Mais entre-temps, le monde avait changé, avait eu les enfants, il fallait redémarrer l'enseignement avec disons, à l'époque, il n'y a pas beaucoup de jobs. Donc, elle a sacrifié sa vie professionnelle. Alors, est-ce que c'est quelque chose qu'on est encore prêt à faire aujourd'hui? Je sais pas. Mais je pense que je le déconseillerais aujourd'hui à quelqu'un s'il me dit ma femme doit se sacrifier. Je pense que ce serait pas une bonne idée. Maintenant, il y a des cultures où c'est pas pour rien que certains pays sont des grands exportateurs de managers. C'est qu'ils ont dans leur culture familiale, la culture de couple, le côté un petit peu, il y en a un qui travaille et l'autre suit. Alors ça peut être l'homme, ça peut être la femme. C'est souvent la femme aussi qui déménage. J'ai eu des collègues féminines dont les maris étaient, entre guillemets, sans job. Ils suivaient dans le pays, quoi. Oui. C'est moins fréquent en Belgique, mais ça existe et de plus en plus. Mais ce sont des choix de vie. Et mais malheureusement, j'ai vu autour de moi, dans mes collègues internationaux, etc., énormément de situations familiales très difficiles, parce que quand on divorce, qu'on a une carrière internationale, que les enfants restent avec l'épouse, et que vous êtes à l'autre bout du monde, c'est pas facile. Donc il faut être très 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 prudent. Il faut bien faire le pour et le contre, peser le pour et le contre avant tout ça. Oui. Et alors en parler à deux. En parler à deux, même à plus, il y a des ados et des choses comme ça, évidemment. Oui, c'est vrai. Enfin, à titre personnel, c'est un aspect que je trouve important. C'est pour ça que je pose souvent la question, parce qu'on peut se retrouver embarqué dans un projet, avoir estimé qu'on était d'accord et que l'autre était d'accord et que ça fait partie de l'objectif de famille, et puis se trouver trop engagé pour faire marche arrière alors que l'autre a simplement pareil, que son triangle a peut-être évolué et qu'on s'en est pas rendu compte et que du coup ça fait un déséquilibre. Absolument, absolument. Et souvent et il y a une forme d'euphorie. Bon, on a travaillé dur. On est parvenu à monter dans la hiérarchie de la société et tout d'un coup il y a un gars qui te dit tu vas encore aller plus haut. Mais ça implique que tu vas devoir aller vivre en Hollande, en Espagne, au Pérou, peu importe. En général, ça se passe pour la première fois quand on a 35 ans, entre 30 et 40. L'euphorie fait que je suis flatté, je suis content, c'est l'aboutissement de ce que j'espérais, etc., etc. Je rentre à la maison, tout le monde va être content. C'est pas nécessairement vrai. Mm-hmm. Et c'est parfois vrai en théorie, mais quand oui, ma femme est tout à fait disposée à ce que je voyage, elle a rêvé de ça aussi. Et puis quand la proposition arrive sur la table, et que c'est concret, que le contrat est là, et qu'on lit les détails, ce que ça implique. Qu'on commence à regarder les logements sur place. Les logements, quand on commence à regarder les conditions financières. Souvent, les grosses multinationales sont assez généreuses, mais c'est peut-être plus non plus que ce fut par le passé, où on faisait des ponts d'or pour que les gens déménagent, etc. C'est plus comme ça maintenant. Il y a une forme de multiculturalité qui fait que on trouve ça un peu normal de déménager toute la famille. Et je pense que c'est une source de rupture dans beaucoup de cas. Alors, un Français en Belgique, c'est peut-être moins sensible.
un Belge en France, moi aussi, parce qu'il y a la langue, la culture, mais quand il s'agit d'aller vivre très loin ou dans un pays, un environnement linguistique différent, c'est compliqué. Dans ta carrière, à quoi est-ce que tu as été on va dire le plus attentif au quotidien? Les autres. Il n'y avait pas d'histoire de chiffres ou de choses, non, c'était... Les chiffres, oui, je suis un obsédé des chiffres, on n'en a pas parlé, mais je suis obsédé des chiffres de la performance, des rapports quotidiens, des flèches qui vont vers le haut, des chiffres verts et pas rouges, des bilans, etc. J'ai une formation de financier, donc c'est quand même quelque chose qui me plaît. Mais derrière les chiffres, il faut des gens. Et si ces gens sont pas bons, les chiffres sont pas bons. Et pour que les gens soient bons, il faut qu'ils soient au maximum de leur capacité à tous les niveaux. Et pour ça, il faut les motiver. Et pour les motiver, il faut les connaître. Donc, ça revient au mot les autres. Oui, finalement. Les hommes, quoi. C'est une affaire d'hommes. Et donc, devenir manager avec de plus en plus, justement, d'autres, de personnes dans son équipe, ça veut dire que on a des responsabilités qui augmentent, peut-être une pression qui augmente aussi, parce que forcément on est plus responsable à un plus haut niveau. Et donc, une liste de choses à faire qui se bouscule un petit peu. Est-ce que toi, tu avais des pratiques, ou est-ce que Coca-Cola recommandait des choses? Enfin, est-ce que dans l'entreprise, il y avait une culture qui aidait aussi à la fois à gérer toutes ces choses qui s'accumulent et qui sont pas forcément toutes nécessaires, et aussi à déterminer les priorités, parce qu'on peut pas forcément tout faire quand on est hyper sollicité. Alors, en matière de routine, je crois très fort à la dualité de la liberté et de l'obligation. C'est-à-dire que des routines hebdomadaires, peu importe, quotidiennes, s'il s'agit de discuter avec une ou deux personnes, mais faire en sorte que ce soit dans les agendas, mais un an à l'avance. Mais pas beaucoup, quelques-unes. Mais voilà, on sait où on va. Tous les mercredis, troisième mercredi du mois, il y a un comité de direction. Tous les deuxièmes mardis, je suis en Espagne. Tous les quatrièmes jeudis, je vais en Italie. Enfin bon, choses comme ça. C'est important pour que les gens sachent à quoi s'en tenir et s'organisent eux-mêmes. Ça peut pas être le chaos chaque fois qu'on prend. Tiens, on se revoit la fois prochaine, on prend son agenda, on cherche. Non. Tous les quatrièmes mardis du mois, on est là. Bon. Après, il faut garder de la liberté et l'indépendance. Donc, autour de ça, il faut essayer de garder cette routine très strictement et faire le moins d'entorses possible à cette routine. C'est clair que si on a des maladies ou un problème d'ordre privé, je sais pas moi, un enterrement d'un proche, si on a un souci personnel, on peut comprendre que le quatrième mardi du mois, même si c'est prévu, j'aille pas en Italie ou l'italien ne vienne pas en Belgique. Mais dans la mesure du possible, on essaie d'éviter. Et puis le reste du temps, c'est la liberté, l'informel, se balader dans les bureaux, passer un petit coup de fil en disant tiens, demain je viens visiter l'usine, ça vous dérange pas? Alors c'est vrai que quand on arrive, c'est la panique parce qu'il n'y a pas eu la mise en place des tapis rouges habituels. C'est pas une visite de chef d'État entre guillemets. Oui. C'est un peu comme en politique, hein. Si on dit 6 mois à l'avance, le président de la République ou le roi va venir à tel endroit, on sait très bien que tout est pauliné, que tout est préparé, que rien n'est vrai. Si par contre il s'annonce la veille, c'est différent. Et c'est un peu ça qu'il faut essayer de veiller. Il faut pas mettre les gens en difficulté par des visites impromptues trop souvent, mais en même temps, il faut pas non plus mettre un confort permanent. Enfin, il faut équilibrer ça. Et dans la gestion des tâches plus précises, je suppose qu'il y a quand même des choses, même si on est de moins en moins productif, en fonction des échelons, mais... Oui, moi je pense que rien n'est possible dans une entreprise, en tout cas d'une certaine taille, et en tout cas américaine, sans la culture du budget et de la performance par rapport à ce budget. Et donc il faut tout faire pour l'atteindre. J'ai jamais vu dans ma carrière de gens réussir leur vie professionnelle en matière de croissance personnelle dans la hiérarchie, si les performances ne suivaient pas. Alors, une fois, ça va. 2 fois, on en reparle. Et la 3e, merci, au revoir. C'est un peu dur, mais c'est à un certain niveau de fonction, c'est ça. Et donc ça, c'est la base. Après, comment on répartit les priorités pour y arriver? Ça dépend un peu des métiers, du boulot, etc. Moi, j'avais tendance à me fixer 2 ou 3 gros objectifs annuels qui étaient traduits au quotidien par des petites choses et en disant je reste focalisé là-dessus, quoi.
Et après, tout ce qui sort de ça, est-ce que je l'ignore? Il y a des gens que j'ai vu fonctionner en disant c'est pas dans mes priorités hebdomadaires, je fais pas, ou c'est pas mes priorités annuelles, c'est pas dans mon business plan, j'y touche pas. Je crois que c'est une manière un petit peu brutale de dire non, parce que parfois ça peut montrer de la rigidité, mais il faut pas non plus une flexibilité quotidienne qui fait qu'on est une toupie et qu'on sait pas où on va, quoi. Oui, c'est ça. Il faut garder un cap quand même. Cap, ouais. Même si de temps en temps, il faut tirer des bords. Ouais, exactement. C'est une belle image. Et au fur et à mesure de ta carrière, je suppose que tu recevais des formations internes, mais comment est-ce que toi, tu as fait pour te former, pour continuer à progresser, à apprendre, à découvrir? Certes, il y avait des managers au-dessus de toi, mais au bout d'un moment, ils ont peut-être pas tout le temps des choses à t'apprendre. J'ai en fait, oui, j'ai suivi des séminaires, enfin comme tout cadre supérieur ou cadre ou employé, quoi, hein, mais avec une fréquence qui n'était pas exceptionnelle. J'ai pas pris, j'aurais pu le faire, mais j'ai pas pris à un moment donné. Oui, j'ai fait un stage. Tu me rappelles, je suis parti 3 mois aux États-Unis en immersion complète. On appelait ça la Coca-Cola University. C'était à Dallas. C'était dans les années 92, 3. C'était un truc un peu fou. Les grandes années de Dallas. Les grandes années de Dallas, exactement. Et c'était une immersion infernale parce que bon, à l'époque, les mails, des balbutiants, il n'y avait pas d'internet. On était coupé pendant 3 mois de sa famille. J'avais à l'époque une petite fille. Voilà, c'était difficile, mais ça a été très formateur. Par la suite, j'ai eu des séminaires comme tout le monde, 2-3 fois par an, une session, une séance. J'ai pas fait de MBA complémentaire, choses comme ça. C'est parfois utile. Mais je crois qu'on se nourrit des managers autour de soi et pas nécessairement au-dessus de soi. On peut se nourrir des gens en dessous de soi aussi. Je crois que c'est important. C'est pas parce qu'on est le chef qu'on est le meilleur dans tout. Et on a parfois dans son équipe des jeunes, ça peut être des jeunes très jeunes, des gens qui ont un talent, qui ont un style, qui ont une façon de faire les choses, technique ou managériale, qui peut t'inspirer toi, qui est 10 ans ou 15 ans plus vieux. Ou les questions qu'ils posent peut-être par aussi. Par exemple, voilà, l'attitude qu'ils ont face à un problème. C'est là qu'on voit que les générations évoluent. Je parlais tantôt de l'attitude familiale en cas de déménagement, d'expatriation, mais c'est vrai dans tous les jours. On a parfois des réactions. Ça tient un peu d'un sujet de mode, mais voir par exemple prendre la parole, des dames prendre la parole dans des comités de direction, etc. Aujourd'hui, c'est très fréquent, c'est normal, oui. C'est ce qu'il faut. Mais il faut se dire qu'il y a 25 ou 30 ans, il n'y avait pas nécessairement de dames au comité de direction. Quand il y en avait une, la pauvre, elle était bien chambrée. Et c'est pas pour blâmer ceux qui chambraient, c'était simplement la culture de l'époque. Et donc, moi, j'ai eu des dames autour de moi, par exemple, qui m'ont beaucoup inspiré, parce qu'elles avaient une féminité dans la réaction, une intuition professionnelle que moi j'avais pas, ou que des hommes autour de moi qui étaient un peu similaires à moi n'avaient pas. Et ça, c'est un exemple. Alors la multiculturalité aussi, par exemple. J'ai eu à un moment donné, je dirigeais un département, enfin, dans un des départements que j'ai dirigé, il y avait 32 nationalités. Et je m'imprégnais, j'y allais m'y balader 1 fois ou 2 par mois. Et on voit les différences de réaction des gens entre un Brésilien, un Mexicain, un Indien, un Italien. Je veux dire, nous, on a le Belge, le Hollandais, le Français, ça c'est l'univers de départ. Mais quand on va beaucoup plus loin, qu'on est mondial, on voit que les réactions sont différentes. L'attitude d'un Japonais par rapport à un problème, elle est complètement à l'opposé de la nôtre. Alors on se dit, il a tort, c'est pas possible, il est con. Mais non, pas du tout. On va essayer de comprendre pourquoi il réagit comme ça, ce qu'il apporte. Et quand on s'imprègne à longueur de vie professionnelle de ce genre de choses, on progresse. Après, peut aussi y avoir l'exemple du patron charismatique qu'on veut copier. J'ai pas eu ça dans ma vie. J'ai pas eu de patron charismatique à copier. C'est pas dans mon style d'imiter quelqu'un. Donc c'est regarder autour de soi ce que font les autres, ouais. Comment ils le font, ouais. Et réfléchir à comment je me positionne vis-à-vis de ça, ouais. Pour évoluer éventuellement ou me remettre en question. Ouais. Ouais. Certains diraient c'est continuer à apprendre toute sa vie, cette envie d'apprendre. C'est ça aussi,
Mais c'est plus qu'apprendre. Apprendre, ça a un côté un petit peu, je me forme, je lis, j'étudie, je passe des tests, etc. J'apprends. Non, c'est s'imprégner aussi. Et ne pas avoir c'est très difficile. Le plus dur, c'est de ne pas avoir d'idées préconçues. Alors on dit toujours la bille ne fait pas le moine. Il y a un peu de ça. C'est-à-dire, parfois tendance à se dire, bon, un gars qui se présente très différent physiquement, dans son apparence, dans sa façon d'être, dans son look, ne peut pas m'apporter quelque chose. Au contraire, je vais le corriger. Erreur. Regardons d'abord. Le gars, il a une autre personnalité, il a une autre façon d'être. Peut-être que je vais pas prendre tout de chez lui, je vais pas devenir son clone, mais il y a peut-être des choses à m'apprendre. Et est-ce qu'il y a eu dans ta carrière des livres qui ont été un peu game changer pour toi, qui t'ont marqué, qui t'ont... Je suis un grand lecteur, mais pas de bouquins de management. Voilà. Alors, ce qui me fait game changer, j'aime bien une bonne histoire, j'aime bien un bon roman, j'aime bien les biographies. Alors, il y a un bouquin, mais c'est un truc, je sais même pas comment il s'appelait. C'était, on m'avait filé ça, on m'avait presque obligé à le lire. J'avais, je sais pas, 25 ans. Mon patron a dit, tu dois lire ça. Il me posait la question régulièrement. Et il avait raison. Et c'était un bouquin de Mark Ormack. Et c'était un Américain qui était devenu le premier agent. C'est lui qui a créé le milieu, dans le milieu sportif, le monde des agents. Ah oui. Il a marketé le sport. Il avait écrit un bouquin dans les années début des années 80 qui était pas mal fait. J'avais lu ça avec un certain intérêt parce qu'on me posait des questions dessus. Et finalement, il m'en est resté quelque chose. Ouais. Bon, c'était la quintessence des années 80 en termes de pensée. Hein. Et à titre personnel, je reviens un peu plus sur toi. Je lis des bandes dessinées. Ah, ça c'est bien aussi. Voilà, ça vide la tête. Quels sont pour toi, enfin, tout au cours de ta carrière et même maintenant, puisque finalement la boucle se boucle un peu et tu reviens dans une structure certes d'une certaine taille, mais plus modérée aussi, plus entrepreneur, quels ont été, on va dire, tes ressorts profonds? Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'aller travailler et de te nourrir de l'autre? Enfin, voilà. Je n'ai jamais eu, une seule fois, je crois, dans ma vie professionnelle, le regret de me lever le matin pour aller travailler. J'ai toujours eu envie d'aller. J'aime bien. Voilà, c'est pas que je suis un bouloteur. Les gens qui me connaissent diront que je suis pas un grand travailleur. Enfin, je suis pas un workaholic, pardon. Je suis plutôt un épicurien, je dirais pas dilettante, mais quelqu'un qui trouve un bon équilibre dans tout ce qu'il fait. Et donc, bon, je pense qu'il faut il faut une motivation, c'est la première chose, et on peut se nourrir de motivations différentes au fil de sa vie. J'ai eu la motivation de travailler pour un grand groupe. À un moment donné, les choses ont évolué, il fallait redéménager, on arrive à un certain âge, on n'a plus envie de le faire. Prendre l'avion tous les matins ou partir le lundi matin ou le dimanche soir, rentrer le vendredi, bon, à un moment donné, ça suffit, quoi, etc. Et puis j'avais l'envie de faire peut-être un peu autre chose. J'avais un historique de vie familiale d'entrepreneur. Je sais que c'est pas l'entreprise de mon père, mais c'est celle de mon beau-père. Donc voilà, il m'avait sollicité à plusieurs reprises. Il aurait voulu que j'y rentre il y a 30 ou 40 ans. J'ai toujours dit non. Et puis là, avec le temps, j'y suis venu. J'ai un oncle, un cousin qui s'occupe du quotidien. J'y suis. Voilà, on est à 3 et ça marche très bien. Et je trouve d'autres passions, parce que j'aime bien aujourd'hui arriver à la soixantaine, de dire voilà, je me balance entre une vie plus équilibrée. J'ai une vie obsessionnelle, monocanal, Coca-Cola du matin au soir, 5 jours sur 7, plus le week-end, parce que finalement on travaille le week-end aussi. Et là maintenant je me diversifie, je m'éparpille pas, je n'aime pas m'éparpiller, mais bon, j'ai une société familiale où je passe un tiers de mon temps, je fais pas mal de mentoring, de coaching, j'ai investi, je suis actionnaire, administrateur dans des boîtes.
J'ai repris une ou deux boîtes petites où je m'amuse et où je m'amuse à développer des amis ou des enfants d'amis et des choses comme ça. J'aime beaucoup ça. Je crois d'ailleurs que parmi tes invités récents, j'ai été cité par Olivier Priem notamment, une société dans laquelle je me suis beaucoup impliqué, Clean Power. On se connaissait pas, on s'est liés d'amitié. Ça a permis de belles choses ensemble et je fais ça avec d'autres personnes. Je suis dans une entreprise, une brasserie familiale, dans des magasins aussi. Et voilà, je fais pas état de tout ça en général en public, mais c'est une façon de transmettre aussi. Oui, c'est ça. Oui. Alors j'ai des enfants qui n'ont pas suivi la voie familiale, ils sont juristes. Il est plus difficile parfois de transmettre aux enfants. J'ai vécu ça avec mon propre père. Au moment même, on dit non au papa. Oui. Et puis 30 ans après, on se dit mais finalement c'est lui qui m'a tout appris. Oui. Et je sens que mon fils et ma fille m'a tendance un peu m'appeler coach Carter parfois, mais mon fils a tendance à dire d'office non quand c'est moi qui propose. Et puis je me rends compte que 6 mois après, il a quand même beaucoup suivi mes conseils, ce qui me rassure un petit peu. Mais il ne le sait pas, enfin il ne peut pas le savoir. Voilà. Et qu'est-ce que tu dirais justement à toi, si tu te croisais, tu t'assois à côté de toi qui a 15 ans, du Philippe qui a 15 ans, et tu t'assois à côté de lui sur un banc, et voilà, qu'est-ce que tu lui donnerais comme conseil? Qu'est-ce que tu lui dirais? Bah, t'as fait ce que tu voulais. Quelqu'un m'a dit récemment, un ami, parce que j'ai gardé quelques amitiés d'enfance, bon, finalement, t'as fait ce que tout le monde prévoyait que tu ferais. Mes amis de 15-16 ans, quand on posait la question, quand on est à 15-16 ans dans les écoles, il y a toujours un prof qui dit tu veux devenir quoi toi plus tard, enfin ce genre de truc un peu bateau et les gens répondaient souvent pour l'autre. Hein. Ah, mais Jean-Pierre, il veut être vétérinaire. Et puis Jean-Pierre répondait, il dit oui, je veux être vétérinaire. Et ouais, moi, on me disait, avant même que je réponde, ouais, il va faire des affaires, lui. Puis je disais, ouais, moi, je veux faire du business. Alors, années 60, 70, 70, comme on dit, pas dans les écoles, oui. Enseignant quand même pas trop business, comme on dit comme ça, post 68. Vous voulez faire du business, vous? Oui, pourquoi? Pour 36 raisons. Et finalement, c'est ce que j'ai fait, et j'ai été très heureux. Et je suis toujours, c'est pas fini, il y a encore pas mal d'années, j'espère, de business. Je suis pas du style à faire, avoir des passions. Le business, c'est une passion, quoi. Effectivement. Une passion. C'est pas bien de dire ça, mais j'ai des amis qui s'occupent d'un club sportif, d'une association, etc. Ils y consacrent beaucoup de temps, bénévolat en plus, ce qui est fabuleux. Mais je dois vous avouer que mon plaisir à moi, c'est de racheter une boîte ou d'investir ou de devenir administrateur ou de coacher un copain, quoi. Donc au final, ma question de tout à l'heure, ton ressort profond, c'est faire du business. C'est d'avoir une vie de passion et de faire du business, ça. Mais s'amuser. Ça a un côté faire du business, ça a un côté tellement un peu ringard dans la façon de le dire. Oui. C'est en fait derrière le faire du business, c'est comme faire de la politique. Il y a un petit côté parfois négatif. Ah, il fait de la politique, celui-là. Je crois que c'est pas ni faire du business ni faire de la politique. Mais c'est le jeu stratégique. C'est le jeu stratégique des affaires et la connexion avec les autres, l'envie d'influencer les choses. Voilà, un homme politique quand il rentre dans la vie politique, il est idéaliste et il rentre en politique là. Ben, je parle de certains niveaux d'hommes politiques pour changer les choses, pour améliorer les choses, pour que les choses aillent dans une direction à laquelle il croit. Et je crois que dans le monde des affaires, c'est un peu ça aussi. Et arriver dans une boîte qui existe, que ce soit comme administrateur, actionnaire ou conseiller ou peu importe, coach du patron, ça me donne un chaud au cœur de voir que ça évolue et que ça évolue dans une direction sur laquelle j'ai eu un petit impact. Peut-être une dernière question. Quel a été dans ta carrière ton plus grand défi?
probablement l'exemple que j'ai donné tantôt de quitter à un moment donné, de faire une rupture. La première rupture. Après, les ruptures sont devenues une routine. Mais la première rupture, celle de quitter, de forcer, entre guillemets, mes proches à quitter la Belgique. Peut-être qu'aujourd'hui, ce serait moins maintenant, mais il faut se reprojeter dans l'idée. Il y a pas Facebook, il y a pas Internet, il y a pas les visios, il y a pas de téléphone portable. On est coupé, on part, même si ça a 1000 km ou 500 km, on coupe. On va pas rentrer tous les week-ends, on vend sa maison, enfin pour tout ça. Et je l'ai pas vendu, mais bon, ça aurait pu. C'était ce que ma femme avait mis dans le deal. Mais bon, la rupture de la vie familiale, à un moment donné, mais c'était reculer pour mieux, enfin, c'était pas reculer pour mieux sauter, c'était sauter pour mieux se stabiliser ensuite. Oui, c'est ça. Dans l'espoir de mieux se stabiliser au début. Moi, je n'avais pas de doute. Oui. Ce qui est un peu présomptueux, mais finalement, si on a un doute dans ces moments-là, il faut pas y aller. Je pense que ça, c'est important. C'est que si tu as toi-même un doute quand on te propose ça et que tu es toi-même en phase un peu hésitante, il faut pas y aller. Il faut que toi, tu sois sûr de ton coup à 100% pour que les autres le deviennent progressivement aussi. Et est-ce qu'il y a un sujet que tu penses important pour des jeunes entrepreneurs qui se lancent, qu'on n'aurait pas forcément abordé pour l'instant et qui serait important de... On a touché un mot. C'est pas avoir peur des ruptures. C'est pas avoir peur de prendre des risques. C'est d'avoir toujours le plaisir dans ce fameux triangle en haut de la pyramide. Moi, quand il faut pas attendre, il faut pas laisser trop de temps au temps. Quand on est malheureux sous un manager, quand on est malheureux dans une entreprise, quand on est malheureux dans un job, quand on n'aime pas ce qu'on fait, quand on se pose des questions, qu'on a la boule au ventre, qu'on ne dort pas bien, qu'on n'a pas envie d'aller au boulot, il faut stopper ça très vite. Il faut en parler. Moi, je crois aux vertus du dialogue. Alors, c'est vrai que c'est pas possible avec tout le monde. Il y a des gens qui ne sont pas ouverts. Il y a des sociétés où cette culture n'existe pas. Eh bien, si c'est ça qu'on a autour de soi, tirons-en les conclusions, prenons un petit risque, débarquons et aillons ailleurs, quoi. Le marché du travail est difficile, mais enfin, il n'est pas non plus super saturé pour des gens qui en veulent, et je pense qu'il faut oser prendre ces risques-là. Alors, tu vas me dire, tu restais 30 ans chez Coca-Cola, et toi, tu dis aux autres de changer, mais j'ai changé tout le temps. J'ai changé 15 fois de job en 30 ans. Oui, c'est ça. On peut changer en interne aussi. Voilà, c'est ça. Se rapprocher des RH et leur dire, bon, je me sens pas bien à cet endroit. Ouais, bien que je pense que les RH, j'aime beaucoup, mais il faut peut-être aller parler au gars qui est ton patron. C'est lui le premier à qui il faut en parler. Et si c'est lui le problème? Essayer de lui faire comprendre qu'il est le problème. Et s'il l'entend pas, ce qui est souvent le cas malheureusement, aller chez les RH. Oui, je pense à un exemple concret. Oui. Chaque société a ses particularismes et ses personnalités, mais il faut en parler en tout cas. Il faut en parler et pas crier dans les couloirs à la cantine le midi. Je suis malheureux, j'aime pas mon patron, j'aime pas mon job. Ça, c'est de la gaminerie. Il faut bien réfléchir. Je pense aussi qu'il faut toujours avoir, on n'a pas parlé du tout, une vue d'hélicoptère. L'hélicoptère view des Américains, c'est cette capacité, et ça c'est une des qualités que je m'attribue et qui je pense m'a beaucoup aidé. Tu m'as posé la question, j'y ai pas pensé au moment même, mais comment est-ce qu'on fait pour monter dans la hiérarchie et former les gens? C'est toujours cette capacité à prendre du recul et à prendre de la hauteur. L'hélicoptère view, entre guillemets, quoi. Je pense que tout problème, tout choix de carrière, toute envie de faire des choses nécessite un peu de pause et de réflexion. Et alors ça peut être apporté aussi par du monde extérieur, ça peut être l'époux, l'épouse, le compagnon, la compagne, ça peut être un ami, ça peut être un coach, mais ce côté j'ai la tête dans le guidon, je suis stressé, je suis dans le quotidien permanent. Et donc, je fonce, mes chiffres sont bons, je fonce, à un moment donné, on fonce dans le mur. Et donc, il faut pouvoir s'élever et prendre du recul. Et ça, c'est un gros point de différence entre les grands groupes et les PME. Alors, la PME dont
c'est pas une PME, c'est 250 personnes, le groupe DERT, mais j'y travaille pas au quotidien 100%, donc j'ai un recul. Et je pense que c'est bien, parce que mon cousin et mon oncle sont dans le quotidien. Et ce fait que moi j'ai un recul, alors que je suis pas un homme du métier, ça apporte quelque chose, ça apporte une distance. Quand je vais voir mon ami Olivier Priem chez Clean Power, il est dans le quotidien. Il me vient avec des remarques, des questions, des suggestions que je juge avec un regard un peu plus distant. Alors, je connais bien la société, c'est important. On ne sait pas donner des conseils si on ne connaît pas les choses sur lesquelles on conseille, il faut être clair. Quand on parle de gens et de choses comme ça, si on ne connaît pas ces gens, ça sert à rien. Mais ce côté recul, ce côté « mais attends, pourquoi tu veux décider ça demain ? Pourquoi c'est si urgent ? Pourquoi si, pourquoi là ? Pourquoi tu dois trancher dans le vif tout de suite ? Ça peut pas attendre 3 jours. Je crois que c'est Mitterrand qui disait il faut donner du temps au temps, ça fait un petit peu partie de ce genre de choses. Ça peut mener à l'immobilisme, diront certains, mais là c'est tout l'art de naviguer entre réflexion et mouvement, quoi. Mais donc par exemple un patron de PME qui a créé sa boîte ou qui en a repris une, voilà, qui se lance, qui avance, comment est-ce qu'il peut faire s'il est a priori pas entouré chez lui ou autre? Il doit s'entourer, peut-être prendre un administrateur, prendre des... Je crois qu'il y a eu c'est à nouveau la même personne, Olivier a mentionné lors d'une reprise qu'il avait... C'est très rare, parce que quand on reprend une PME, de quelle qu'en soit la taille, PME, je parle pas d'entreprise multinationale ou de grand groupe, généralement on est seul, ou presque. Et on se dit, je suis le roi du monde, c'est ma boîte, j'ai 100% ou presque des actions, c'est moi qui vais déterminer la pluie et le beau temps. Je pense que c'est une grosse erreur. Et avoir un conseil d'administration, ça peut être une forme d'environnement. Le conseil d'administration donne des impulsions. Je suis dans un ou deux conseils d'administration où ça fonctionne très bien. Mais si on n'est que administrateur, je pense qu'on est trop distant de la société. On reçoit les chiffres, on a quelques infos, on a une réunion tous les 3 mois, tous les mois, peu importe. Mais c'est pas énorme comme info. Je pense qu'il faut aller une étape plus loin. Donc le patron de PME doit peut-être choisir un administrateur qui devient son super administrateur, son guide, son coach, son mentor, son sparring partner, son exutoire aussi, parce que c'est lui qu'on vient se plaindre s'il y a un problème, mais je crois à ça. Les règles de conseil d'administration, c'est très bien. Il faut 5 personnes, 3 indépendants, 2 hommes, 1 femme, 2 femmes, 1 homme. On peut faire des petites croisillons comme ça, ça peut être intéressant. Mais si ça n'est que dans la forme, ça n'est pas une aide quotidienne. Je crois que ça doit aller plus loin avec 1 ou 2 d'entre eux. Donc il faut avoir une sorte de président du conseil d'administration qui est peut-être plus impliqué. Par exemple. J'ai connu des sociétés dont je ne veux pas citer de nom, mais qui étaient en Belgique, concurrentes de Coca-Cola il y a très longtemps, qui étaient entièrement pratiquement contrôlées par une famille, etc. Et moi je comprenais pas ça. Je dis, enfin, il est fou, il a un conseil d'administration avec des gens qui sont pas de la famille, alors qu'il a pratiquement pas d'actionnaires minoritaires. Il a un conseil scientifique avec des gens qui sont très peu au courant du business, etc., etc. Et je me suis rendu compte que c'était très intelligent, que ça le nourrissait des autres. Et qu'au lieu d'être seul en haut de sa tour d'ivoire, ce monsieur avait des sources d'inspiration. Eh bien, merci beaucoup Philippe. Je pense qu'on a fait un beau tour. Je ne sais pas s'il y a encore des petits points à rajouter. C'est moi qui te remercie pour ce bon moment de partage avec un autre que je trouve bien sympathique. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Pour soutenir l'initiative et pour continuer à entendre plus d'interviews, s'il vous plaît, partagez ce podcast et mettez-lui 5 étoiles. Cela me permet de continuer à enregistrer et diffuser cette sagesse collective. Merci d'être toujours plus nombreux à vous abonner et à bientôt sur Mentor Stratégie.